Bonjour à tous, on est 29 au départ là. Je laisse la salle ouverte, les gens pourront arriver au compte-gouttes. Donc merci beaucoup d'être là parmi nous. Il y en a que je ne connais pas, il y en a que je ne vois pas, donc je ne sais pas si je les connais. Mais en tout cas, bonjour à tout le monde. Je me présente rapidement, Anthony Lassave, créateur du site Mon Espace Instant Tennis depuis quelques mois, voire un an et demi maintenant. J'ai fait pas mal de live pendant cette période un peu compliquée où c'est qu'on était confinés. Ça a pu aider des personnes. Et là, aujourd'hui, je pense on va vivre un live qui va être utile à tous euh, à la suite de ce contexte un peu particulier. Donc, du coup, je vais donner la parole à Florence qui m'a aidé pour le concevoir et mettre en place ce live, organiser les questions, les transmettre à Jean-Charles qui est présent parmi nous et que je remercie. Et après, on donnera la parole à Jean-Charles qui fera un propos introductif qui va regrouper, il me semble, quelques questions, puisque vous avez été nombreux à poser des questions. On a tout synthétisé. Et après, on finira le live par un échange avec des micros ouverts et des questions autour de notre métier, avec Jean-Charles, qui est un ancien enseignant. Mais il le précisera. OK. Donc, Florence, vas-y. Oui, bonsoir tout le monde. Écoutez, je suis contente de vous voir. J'ai plein de visages que je connais bien. On a des enseignants, on a des élus, donc c'est très, 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 très chouette. Quelques mots juste pour vous dire que en fait, ce concept a été mis en place parce qu'on a retrouvé plein, plein de questions sur le net que se posait tout le monde. C'est vrai que la situation qu'on vit est incroyable. Et donc, les réponses ne sont pas arrivées tout de suite. Des fois, elles étaient erronées. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire pour répondre officiellement à toutes ces questions. Et j'ai demandé à Jean-Charles s'il voulait bien nous faire cette petite visio et nous aider à trouver les réponses à toutes les questions qu'on se posait. Et je le remercie tellement et je pense que je peux vous joindre à moi pour lui dire un grand merci. Jean-Charles. Attends d'avoir les réponses. Hein. Ouais, tu peux te présenter, mon Jean-Charles. Vas-y, Jean-Charles, tu peux y aller. Bon, alors, écoutez, moi je suis ravi d'être avec vous ce soir. C'est ce que je disais à Anthony et à Florence il y a quelques instants, parce avant d'avoir rejoint le barreau et d'être avocat et de faire notamment beaucoup de droit social et d'assister beaucoup d'enseignants sportifs en droit social, j'ai été prof de tennis. Alors, je vois 2 ou 3 visages que j'ai croisés dans cette première vie, il y a une trentaine d'années. Et donc, les difficultés que peuvent rencontrer les profs de tennis, ben, je les connais et je les ai vécues moi-même avec les clubs, et avec les ligues, avec les parents, avec les enfants. Bref, la réalité du prof de tennis et le quotidien du prof de tennis, c'est pas quelque chose qui m'est étranger, loin de là. Et ça me fait très plaisir à chaque fois que je peux donner un petit coup de main, donner un avis compte tenu des 30 ans qui se sont déroulés ensuite. Je le fais très volontiers. Donc, ça me fait très plaisir d'être avec vous. Et si je peux répondre à quelques questions et aider un petit peu, c'est très volontiers. Voilà. Ok, donc merci encore Anthony parce que tout ça, ça serait impossible sans toi, bien sûr. Tu as recueilli beaucoup de questions. Je les ai regroupées. Elles vont en fait permettre de répondre à plein de questionnements que vous avez. On les a regroupées donc déjà dans un premier temps autour du chômage partiel, Jean-Charles. Elles vont être d'un intérêt général pour que tout le monde puisse être satisfait, mais sachez quand même qu'il faut malgré tout un approfondissement avec les contrats de travail. Enfin, on ne peut pas absolument se masquer dessus. Le contrat de travail est primordial pour être très précis. Mais en tout cas, toutes les réponses vont vraiment vous satisfaire. Donc, Jean-Charles, première partie sur le chômage partiel.
Alors, quelques mots sur ce mécanisme de chômage partiel qui ne s'appelle plus comme ça maintenant, mais qui s'appelle activité partielle. C'est un mécanisme ancien, mais qui a été complété et un peu solidifié compte tenu des événements qu'on a tous traversés. Il s'agit d'un mécanisme par lequel l'UNEDIC et l'État aident le salarié à traverser la période et aident l'employeur également à traverser la période en conservant son salarié. Vous connaissez tout ça, mais je le précise quand même, l'UNEDIC et l'État vont prendre en charge le salaire ou une partie du salaire, parce qu'on peut avoir une activité partielle qui conduit à une suspension du contrat de travail total, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'activité pour le salarié et son salaire est cependant pris en compte et payé à concurrence de 70% du brut, ça fait 84% du net par l'UNEDIC et par l'État, ou alors l'employeur choisit un temps partiel et ça n'est que la partie de l'activité qui n'est pas travaillée qui va être indemnisée, qui va être prise en charge par l'UNEDIC et l'État. Donc, le mécanisme est avant tout destiné à permettre à l'entreprise, pour nous l'entreprise c'est le club ou éventuellement la ligue, de conserver son moniteur, son entraîneur, son salarié pendant la période du chômage partiel. Ça s'adresse à tous les contrats. Évidemment, pour nous, c'est important parce que le contrat à durée indéterminée à temps plein n'est pas nécessairement notre principe général. En général, les moniteurs ont 1, 2 clubs, une activité partielle à droite, une activité complémentaire à gauche. Et donc, on pouvait se poser la question au départ de savoir si ça s'adressait à tout le monde. Oui, ça s'adresse à tout le monde pour la partie qui va être indemnisée par l'UNEDIC ou par l'État et par l'État. C'est vrai aussi pour les contrats à durée déterminée ou à durée indéterminée. C'est vrai pour les modulations. C'est vrai pour tous les types d'activités salariées. Le mécanisme, c'est que pendant cette période d'indemnisation par le chômage partiel, le contrat de travail est suspendu. Le salarié ne travaille pas, il est indemnisé. Et toutes les questions que moi j'ai eu à connaître, parce que des clubs qui sont mes clients ou des moniteurs qui viennent vers moi pour me poser des questions, se sont posé la question essentiellement de savoir comment ça fonctionnait. Ça fonctionne par le fait que les heures qui auraient dû être faites et qui n'ont pas été faites, on doit considérer qu'elles ont été faites et elles ont été payées. Je m'explique mieux. Ces heures ne vont pas pouvoir être reprises, elles ne vont pas pouvoir être remplacées, elles ne vont pas pouvoir être compensées parce qu'elles ont été payées par la solidarité nationale. Donc, l'essentiel des questions consistant à savoir si le club peut imposer un changement, un remplacement, un complément sur ces heures ou faire glisser les heures du mois d'avril et du mois de mai, du mois de mars, avril et mai en juillet, la réponse est non. Quelles que soient les formules qui peuvent être imaginées, et je suis sûr qu'on va avoir beaucoup de questions sur les formules parce qu'il y a beaucoup d'imagination. Il y a évidemment le glissement au mois de juillet, voire au mois d'août, mais il peut y avoir aussi du travail de remplacement, des heures administratives, puisque certains d'entre vous ont à la fois des heures sur le terrain et à la fois des heures administratives. Bon, il y a des tas de possibilités de remplacement, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour la bonne raison que ces heures ont été payées. Et elles n'ont pas été payées par l'employeur, par le club, elles ont été payées par l'État et l'UNEDIC. Et là, maintenant, je me place du côté des clubs, du côté des dirigeants de clubs ou des dirigeants de la fédération. Tenter d'imposer un remplacement ou un complément ou un glissement, ce serait s'engager dans une fraude. Et voilà la raison pour laquelle j'invite les dirigeants de clubs à être très très attentifs à cela, parce que c'est une fraude à plusieurs, comment dirais-je, à plusieurs visages. D'abord, c'est
une fraude aux acédiques, très simplement, qui donc conduit la directe, et le ministre a pris un décret qu'elle a signé elle-même, ce qui est un signe, pour venir dire « Attention, je demande à la directe, sur dénonciation des salariés notamment, ou des syndicats, je parle là des entreprises en général d'une façon plus large, mais c'est le danger pour les clubs. S'il y a une friction, s'il y a une tension avec le moniteur n'a pas de difficulté à alerter l'administration du travail, et dans une hypothèse comme celle-là, le club se met en danger et le dirigeant se met en danger. Parce que cette fraude va d'abord conduire évidemment au remboursement du chômage partiel, donc des sommes qui ont été payées par l'État et par l'UNEDIC, il va falloir les rembourser pour le club. Et ensuite, c'est une fraude également à un double titre. D'abord, c'est du travail dissimulé. Et ensuite, c'est une fraude, c'est-à-dire une escroquerie qui est sanctionnée par le code pénal. C'est-à-dire que véritablement, il faut que les dirigeants soient très attentifs à ne pas s'engager dans une direction comme celle-là, parce que si on a de l'autre côté un moniteur qui est un peu agressif ou qui est un peu réactif, on peut avoir une dénonciation et le pauvre président, le pauvre trésorier va se retrouver dans une situation inextricable pour lui, en tout cas qu'il n'aura pas souhaité, alors qu'en réalité, le fond du problème, c'est que ces dirigeants de club cherchent à ménager la chèvre et le chou, puisqu'ils sont confrontés à des adhérents qui ont payé des cours, qui ont payé des adhésions, qui ont payé une carte, et qui, pour 2 mois ou 3 mois, n'ont pas eu leur école de tennis pour leurs gosses, n'ont pas eu leurs heures d'entraînement du soir, n'ont pas eu… Bon, et ils ont le sentiment qu'ils ont perdu quelque chose, qu'ils ont perdu un trimestre d'activité dans cette affaire de Covid-19. Et le seul moyen, à mon avis, de parvenir à les convaincre qu'ils n'ont rien perdu, c'est de leur demander si eux, le fait de ne pas aller travailler, le fait peut-être de recevoir le chômage partiel, le fait peut-être d'être en télétravail, est-ce qu'on va leur demander à eux qui ont adhérents, qui dans leur vie personnelle ont été confrontés à ces situations-là et ont bénéficié du chômage partiel, est-ce qu'on va leur demander de faire 3 mois et demi de plus dans l'année 2020 pour rattraper les heures qu'ils n'ont pas faites? Donc, il y a une explication pour les moniteurs et pour les dirigeants de club à donner à leurs adhérents pour leur expliquer qu'il faut trouver sans doute des solutions constructives, mais le mécanisme de chômage partiel en conséquence de la pandémie, il est un mécanisme qui joue pour les profs de tennis, mais qui a joué pour toute la population, et qu'on ne peut pas simplement demander aux entraîneurs sportifs de venir faire des heures qu'ils n'ont pas pu faire et qui leur ont été payées par la solidarité nationale. Donc voilà, je voulais rappeler ce qu'était ce cadre de façon à ce qu'ensuite on puisse aller plus vite, vraisemblablement, sur des questions qui vont beaucoup tourner autour de ça. Bon, Tout à fait, tout à fait. déjà, merci beaucoup parce que je pense que là, tu n'as parlé qu'un quart d'heure, même pas. On a déjà posé le cadre et là, on fait OK, on va écouter. Enfin, pour ma part, moi, je suis top, je suis super content. Hein. Donc, je te laisse faire la suite parce que moi, ça me paraît, waouh, c'est trop bon. Enfin, moi, j'adore. Alors, Quand c'est bien parlé, bien structuré, tout ça. Bof. Et quand je sais que ça va aider du monde, bof, je suis en euphorie là. Allez, je me tais. Eh bien, je suis ravi. OK, donc Jean-Charles, des questions sur lesquelles on va aller très vite maintenant parce que tu as répondu un petit peu à l'ensemble. Je vais quand même les poser, comme ça ceux qui les ont posées vont se reconnaître et seront contents. Première question, je suis en CD2I d'octobre à juin, j'ai perçu 84% de mon salaire. Mon président de club peut-il me demander de rattraper les heures non effectuées pendant le chômage partiel? La réponse est non. Non. La réponse est non. Il ne peut pas. Absolument. Il ne peut pas, s'il devait exiger cela du moniteur qui a des difficultés à résister, il se mettrait en porte-à-faux et il se placerait dans une situation. Alors après, le moniteur n'est pas nécessairement un délateur, mais le moniteur peut aussi évoquer avec des adhérents le mauvais sort qu'on lui fait, et le club peut se retrouver dans une situation où il voit débarquer un inspecteur du travail qui vient lui demander des comptes sur la manière dont ça a fonctionné. Et les comptes ne pourront pas être rendus. Donc, le club va se mettre en porte-à-faux. C'est une très mauvaise idée. Je ne dis pas que le club
le moniteur et les adhérents ne doivent pas se mettre autour d'une table pour trouver des solutions constructives. Et je pense qu'effectivement, au contraire, cette situation du moment qui est difficile pour tout le monde, elle peut être l'occasion pour un club de montrer qu'il est astucieux et de créer une dynamique avec le moniteur. Je pense que les moniteurs peuvent, sous la réserve qu'on respecte les règles, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être leur demander de travailler à un moment supplémentaire, mais donc qui dit travail supplémentaire dit travail rémunéré, peut-être un peu moins, c'est à discuter, peut-être à un moment où ça convient, peut-être le week-end, peut-être en fin de journée, et de proposer par cet intermédiaire-là, si le club fait l'effort de payer un peu son moniteur, le moniteur va faire l'effort de se tourner en direction de son club et de se tourner en direction de ses adhérents et de faire une animation. Alors, j'ai commencé à avoir des clubs qui ont proposé des mini-stages de week-end pendant le mois de juillet. Alors, parfois c'est possible, parfois c'est pas possible. Sur des contrats à durée déterminée, les moniteurs de tennis, évidemment, l'été, ils font autre chose. Ils ont des stages, ils ont des tournois s'ils font encore de la compétition. Ils peuvent avoir d'autres activités, donc ce n'est pas nécessairement possible. Mais pour des moniteurs qui sont en contrat à durée indéterminée, ils peuvent peut-être donner un petit peu, sous la réserve que le club donne également, et se tourner vers les adhérents pour que les adhérents n'aient pas l'impression d'avoir été spoliés. Parce que c'est ça leur impression. Donc, il faut donner une explication aux adhérents, aux gens du club qui vont comprendre si on leur explique gentiment et qui vont quand même trouver que le club a fait un effort, que le moniteur a fait un effort. Et dans la situation que les clubs traversent en ce moment, il est évident que 3 mois sans activité sportive, ça va détourner des gens, ça va détourner des mômes du tennis. Donc là, il y a une espèce de logique à 3 qui doit être trouvée entre les enseignants, les clubs et les adhérents, et les joueurs. Bien, Jean-Charles. Maintenant, une autre question, c'est le maintien du salaire à 100%. Des enseignants pensent ou des élus ont demandé à ce que les 16% payés en complément soient rattrapés. Alors, c'est un geste fait par le club en direction de son moniteur. Ça veut donc sans doute dire qu'il est reconnu, que son travail est reconnu. Un dirigeant de club qui choisit ou un chef d'entreprise, de toute entreprise, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa forme, qui choisit de maintenir le salaire de son salarié, c'est un geste manifeste d'empathie et de reconnaissance à l'égard du moniteur et de son salarié. Ça veut dire sans doute que le moniteur en retour sera capable de faire un effort. Mais rien ne peut être imposé. Il peut y avoir, notamment dans la deuxième partie du confinement et des règles de chômage partiel, il y a pu y avoir des accords collectifs sur cette question-là. Et il y a pu y avoir des accords au terme desquels, dans de grandes entreprises, le salaire était maintenu contre certaines choses, et notamment contre peut-être la possibilité de travailler un petit peu. Mais ça suggère un accord express, ça suggère un engagement, et après, ça suggère le cas échéant un avenant, un contrat, ou pas d'ailleurs, ça peut être tacite. Mais il n'y a pas d'obligation. Le geste du club qui est généreux peut être tacitement suivi d'une conséquence en faveur du club, mais il n'y a pas d'obligation. Ce n'est pas parce que le club a maintenu le salaire qu'il doit automatiquement avoir un retour sur investissement de ces 16% qu'il a payé. Très bien. Ensuite, on a un souci avec le lissage des heures pour les CD2I. Le lissage des heures implique-t-il une différence de traitement concernant le rattrapage des heures? Alors, non. Il y a les heures qui sont lissées et les heures qui sont à effectuer. Qu'en est-il? Le lissage, alors le problème du lissage, c'est souvent le problème du contrat, c'est-à-dire que le lissage est souvent mal défini dans le contrat. C'est un mécanisme délicat, mais si il est décrit normalement comme il doit l'être, c'est-à-dire qu'on a indiqué, voilà, il y a 28 semaines à concurrence de tant d'heures par semaine, mais ça fait tant au total et on divise par 12. C'est ça la logique du lissage, grossièrement. Si on est dans une hypothèse comme celle-là, la fraude apparaît immédiatement. Donc, le club et le dirigeant va se mettre en porte-à-faux immédiatement également. Parce qu'on sait que, et c'est marqué dans le contrat le plus souvent,
les mois de juillet et les mois d'août ne sont pas travaillés. Donc, si l'exigence est de reporter au mois de juillet, voire au mois d'août, les heures qui n'ont pas été effectuées, on est dans la fraude de la même manière. Donc, le lissage ne change rien. Et parce qu'il ne sera pas difficile pour le moniteur de démontrer qu'il n'a pas effectué les heures à la mi-mars jusqu'à la mi-mai ou jusqu'à la fin mai, et qu'il a reçu l'indemnisation. Donc, ayant reçu l'indemnisation, il n'a plus à faire ces heures-là et on ne peut pas les lui imposer à un autre moment. Ok. Je suis à temps plein avec des heures de terrain et des heures administratives. Mon salaire est maintenu à 100%. Est-ce que mon employeur peut me demander de faire de l'administratif pendant le chômage partiel? Sur le fond, c'est la même réponse. Mais là, il faut examiner comment est construit le contrat entre le moniteur et le club. Et il faut se poser également la question du télétravail, parce que l'activité administrative peut être faite en télétravail. On peut parfaitement imaginer qu'un moniteur prépare la saison 2020-2021, prépare ses plannings de chez lui sur son ordinateur. Et donc, la réponse doit être plus, non pas, elle n'est pas différente, mais elle suggère qu'on soit plus attentif à la réalité de la situation. Et en fait, effectivement, il aurait fallu que la personne ne soit pas à 100% au chômage partiel, mais… Voilà. Hein, exactement. Il aurait fallu que le club réserve les heures administratives et, par exemple, je ne sais pas, j'extrapole, s'il y a 25% d'heures administratives et que le moniteur n'a bénéficié du chômage partiel que pour le terrain, donc 75% et qu'on a réservé 25%, là c'est possible. Mais si on veut substituer l'un à l'autre, la réponse est la même que celle que j'ai évoquée initialement. Ok. Si je rattrape mes cours après le 20 juin, date de l'arrêt des cours, dois-je être payé en heures complémentaires ou supplémentaires? Quelles obligations ai-je par rapport au club? Aucune obligation à l'égard du club. Je peux, en revanche, si le club veut faire, alors le club qui impose des heures en ne les payant pas se met en fraude. En revanche, le club qui paye les heures, soit que ce soit des heures supplémentaires, en principe sur des contrats à durée indéterminée à temps plein, soit que ce soit des heures complémentaires sur des contrats à temps partiel, là c'est possible. Des heures en plus pour pouvoir compenser le manque à gagner entre guillemets des adhérents, c'est possible. Mais c'est des heures qui sont supplémentaires, qui sont également complémentaires au sens propre du terme et qui doivent être payées supplémentairement ou complémentairement au moniteur et qui ne peuvent pas être payées par l'indemnisation de chômage partiel ou plutôt d'activité partielle désormais. Très bien. En chômage partiel pendant le confinement, je n'ai touché que 900 € au lieu de 1092, c'est-à-dire 84% de mon salaire, 1300 € de base, car ils ont déduit les frais de déplacement inclus dans mon salaire. Est-ce légal? Oui, oui. Les frais de déplacement ne sont pas pris en compte dans l'assiette de calcul. Absolument. C'est donc légal, le club a fait comme il fallait. Parfait. Les cours de l'école de tennis se terminent le 13 juin. Pour pallier à cette période de Covid-19, le club me demande d'assurer les cours jusqu'au 11 juillet. Est-il nécessaire de faire un avenant à mon contrat de travail? On a déjà répondu. Soit le club ne veut pas payer supplémentairement ou complémentairement et impose une poursuite de la collaboration jusqu'à la mi-juillet alors qu'elle devait s'arrêter fin juin, je ne sais plus la date que tu as évoquée. Et donc, dans ce cas-là, moi, je suggérerais peut-être, si je prends ma casquette d'avocat du moniteur, je suggérerais peut-être de signer un contrat pour faire apparaître la fraude. Si en revanche, c'est un dirigeant qui vient me voir, et bien que je ne participe jamais à une fraude, c'est bien connu, les avocats jamais ne participent à une quelconque fraude, mais je recommanderais aux dirigeants de ne surtout pas signer de contrat, de ne surtout pas caractériser son méfait.
Ok. Peut-on me demander de faire des cours individuels à la place des cours collectifs? Alors ça, c'était valable jusqu'à présent parce qu'il y avait une reprise à la condition que ce ne soit que des cours particuliers, mais je te la pose quand même. Oui, alors, si c'est… Là aussi, il faudrait regarder de plus près le contrat. Mais un moniteur de tennis, il est capable de faire des cours particuliers s'il est un moniteur de tennis de plein exercice, hein. Pas s'il est un éducateur, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais enfin, on se comprend bien. Si c'est un moniteur de plein exercice, il est capable de faire des cours collectifs ou des leçons individuelles. Si dans le contrat, il est prévu une activité de moniteur de tennis, on peut lui demander de faire des leçons individuelles plutôt que des cours collectifs. Mais au moment de la reprise, pas par substitution. Si c'est par substitution, la réponse est la même que précédemment. Si en revanche, c'est à la reprise, pour ne pas avoir six gamins sur un cours, on préfère les lui donner ou lui donner les deux meilleurs en individuel, oui, ça c'est possible. Très bien. En tant qu'enseignant de club, peut-on faire un travail de permanence bénévolement pour toucher le chômage partiel et ne pas faire perdre d'argent au club? Par exemple, pour mieux rembourser les adhérents. Alors là, nous avons affaire au moniteur responsable qui a bénéficié d'un maintien à 100% de son salaire et qui veut rendre l'appareil au club. Et donc, il dit, pour que mon président ne soit pas dans une situation de fraude, eh ben, je vais faire les choses bénévolement. Bien sûr qu'il peut le faire. Super. Peut-on demander à un apprenti DE dont le contrat s'arrête en juin de faire des heures en juillet pour prolonger l'école de tennis? Non, c'est la même réponse que précédemment. C'est un contrat à durée déterminée, c'est un contrat de formation. On ne peut pas sortir. Il y a deux difficultés. Les difficultés liées au chômage partiel que je viens d'évoquer, et puis les difficultés liées au contrat à durée déterminée qui ne peut pas être poussé. Si on sort du contrat à durée déterminée, on tombe dans un contrat à durée indéterminée de plein droit. Donc là, il y a un double danger pour le club. Bien sûr. La question d'après, cet apprenti peut-il faire des cours particuliers non rémunérés pour récupérer ses heures? Pour récupérer ses heures, c'est possible, parce que ça veut dire qu'il est dans la démarche positive à l'égard de son club. Si c'est pour récupérer ses heures, ça veut dire qu'on est dans la compensation. La réponse est non, elle est la même que précédemment. Très bien. Alors donc là, c'est sur un autre registre, mais ça peut avoir son intérêt là, dans le cadre du Covid. A-t-on un droit de retrait? Si oui, comment l'exercer? Alors, le droit de retrait, c'est un mécanisme qui est inscrit dans le Code du travail, c'est un mécanisme particulier. Grossièrement, c'est pour un salarié face à une situation de travail dont il estime, dont il considère, et il est important, la dimension subjective est importante à ce stade-là, dont il estime raisonnablement qu'elle met en danger sa vie ou sa santé, le salarié a un droit de retrait ou un droit d'alerte. Les deux sont dans le même texte. Donc, il peut soit alerter son employeur, le mettre en garde en quelque sorte, soit arrêter de travailler. Et l'un est alternatif à l'autre, mais ce n'est pas l'un puis l'autre. Mais ça peut être l'un et l'autre. Donc, le moniteur est dans une situation où il estime qu'il met en danger sa vie parce que, par exemple, il est dans une pièce de 50 mètres carrés, il a 10 mômes de mini-tennis, il n'a rien pour leur permettre de se laver les mains, il n'y a pas de masque et on est dans une ambiance confinée, il peut sans doute prétendre à cela. Mais aujourd'hui, alors je dis ça pour que chacun comprenne, parce qu'en réalité, c'est une décision du moniteur. Si elle est justifiée, l'employeur ne peut rien faire, il ne peut pas prendre de sanctions, il ne peut évidemment pas licencier, il ne peut pas prendre de mesures de rétorsion. Et si on doit faire trancher la difficulté, ça se passe devant le Conseil de prud'homme. Mais la justice ne donnera son avis que postérieurement. Donc, dans un cas, on aura le cas échéant un licenciement qui sera abusif, ou dans l'autre cas, on aura un licenciement qui sera justifié.
avec les conséquences qu'on peut imaginer. On ne va pas détailler tout cela. Mais le droit de retrait, c'est ça. C'est j'estime que je suis dans une situation dangereuse pour ma vie ou ma santé, je peux me retirer. Mais si je le fais à mauvais escient, eh bien, j'aurais commis une insubordination et le club sera en droit de retenir mon salaire, de me licencier. Voilà. Donc, voilà ce qu'est l'équilibre. Aujourd'hui, le ministère du Travail avait, au début de la crise, indiqué qu'à son sens, il n'y avait pas de possibilité de droit de retrait. Puis après, la ministre a rétropédalé, en plus, ses services ont rétropédalé parce que certaines personnes lui ont rappelé ce qu'étaient les réalités, notamment certains avocats dans différentes notes. Et la maîtrise de la notion et la sanction de la notion, c'est une sanction qui ne peut être que judiciaire. Donc l'administration n'a pas à dire si c'est une situation qui suggère le retrait ou pas. Mais aujourd'hui, on peut quand même considérer, à partir du moment où le club prend des dispositions minimales, où les gens sont peut-être pas assis sur le cours, mais à 4, on ne fait pas de situation de jeu ou d'exercice qui crée des proximités trop importantes. On prend des précautions quant au lavage de mains de façon régulière. On prend des précautions quant à la manière dont on se rapproche. Je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui qu'on soit dans une situation de retrait, mais c'est un avis personnel. Sur une situation globale, et il peut y avoir des exceptions. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse considérer qu'il y a place pour un retrait. Ok. Je n'ai pas été mis en chômage partiel. Mon salaire a été maintenu. Dois-je rattraper toutes les heures non faites? Alors, là, l'hypothèse n'est pas très différente. Hein. L'hypothèse n'est pas très différente, mais on évacue la fraude là, puisque c'est le club qui a payé les heures. Donc, le club a payé le salarié pendant des heures qu'il n'a pas faites. Il n'y a pas de possibilité de rattraper, mais il y a sans doute possibilité, et là, c'est là où il faudrait regarder de près le contrat, parce qu'en fonction d'une description de l'activité à l'heure, à temps partiel, à temps complet, sur une période ou pas, les réponses vont être différentes. Ce qu'on doit retenir au-delà du juridisme, c'est que le club a quand même fait un très gros effort pour son moniteur et que le moniteur peut peut-être faire un effort en retour. Voilà. Alors après, le club a oublié de profiter, ou alors que peut-être il y a la possibilité d'un accord parce que justement il a maintenu et qu'il avait l'intention ensuite de faire bénéficier de ce maintien de salaire et de ce maintien d'activité aux adhérents. Là, les hypothèses peuvent être très variées. Il est difficile de répondre à cette question. Ok. En tant qu'auto-entrepreneur, alors là, on est dans un autre cadre. En tant qu'auto-entrepreneur à temps complet, les prestations des cours jeunes non effectuées pendant le Covid sont-elles obligatoirement remboursables si elles ne peuvent être reportées en juin ou juillet? Alors, là aussi, il faut regarder le contrat. L'auto-entrepreneur, c'est jamais qu'un professionnel libéral, avec un statut facilité, puisque le statut d'auto-entrepreneur facilite l'activité libérale en procédant à un calcul forfaitaire des cotisations, en organisant un guichet unique, en évitant la TVA. Bon, il y a des tas d'éléments qui, en réduisant jusqu'à certaines limites les cotisations et les impôts. Bon, bref, tout ça est de nature à favoriser l'exercice libéral par l'intermédiaire de cette auto-entreprise. Pour autant, on reste dans une situation d'activité libérale par opposition à l'activité subordonnée qui est l'activité du salarié. Donc, l'activité libérale, elle est définie par le contrat. Et donc, si l'auto-entrepreneur a signé avec le club une prestation, puisqu'en réalité, il vend la prestation, il ne vend plus son travail, il vend une prestation clé en main. Si la prestation consiste à dire vous devez assurer, je dis n'importe quoi, 800 heures d'enseignement
sur l'année, il est battu. Ce qu'il n'a pas fait va être reporté à plus tard et il va falloir qu'il fasse les 800 heures pour être payé. Si en revanche, dans le contrat, ces 800 heures sont détaillées mois par mois et qu'il n'a pas pu faire les heures du mois de mars, d'avril et de mai parce qu'il a trouvé la porte du gymnase ou la porte du complexe sportif fermée, eh bien là, il est dans une situation où il est étranger au fait qu'il n'a pas pu faire les heures. Et donc, il va pouvoir revendiquer le paiement de sa prestation parce qu'il en a été, comment dirais-je, privé sans en être responsable. Il est confronté, alors lui, il est confronté à une sorte de force majeure, mais en tout cas, il est confronté à une impossibilité et il appartiendra, si je veux faire, là aussi, si je veux suivre le fil juridique des logiques, il appartiendra au club de faire apparaître qu'il ne peut pas payer parce qu'il a été confronté à une situation de force majeure. C'est délicat. Mais vous voyez là, dans le contrat, la manière dont c'est écrit, et c'est pour ça que ces contrats d'auto-entrepreneurs sont dangereux pour les moniteurs et dangereux pour les clubs parfois également, parce qu'ils ne cernent pas toujours l'aléa ou les circonstances exceptionnelles. Donc la réponse, là également, va dépendre de l'accord qui a été passé entre le club et l'entreprise, et l'auto-entrepreneur. D'accord, bon, c'est intéressant. Là, j'ai toute une série de questions que je vais lire qui concernent le même thème. Ça doit être un contrat en cadre en jour. Le comptage des jours quand on part en compétition avec les jeunes avec une nuitée. Le comptage des jours quand on part en compétition avec… Je te les lis d'un coup ou une par oui, une? Vas-y, je crois comprendre. D'un coup. Bon, c'est le comptage des jours. Alors, je ne vais pas dire à chaque fois. Alors, quand on part en compétition avec des jeunes avec une nuitée, quand on part en compétition avec des jeunes en tournée d'été, quand on travaille un jour férié, quand on part un jour férié avec nuitée, et l'employeur peut-il nous dire de compter une demi-journée à partir de 4 heures? D'accord. Alors, le forfait jour, dans notre convention collective, ça s'adresse aux cadres autonomes et à certains salariés qui sont également en autonomie. Sur ces questions, et bien évidemment, tout le monde le comprend, hein, le sport, la particularité du sport, ou plutôt de l'enseignement sportif, c'est qu'on travaille au moment où les autres ne travaillent pas. Donc, le travail, il est le soir, il peut être la nuit, il peut être le week-end, il est effectivement au moment où l'essentiel des gens ne travaillent pas. Et c'est vrai pour la compétition également. Les compétitions, c'est au moment où les mômes ne sont pas à l'école, donc c'est pendant les vacances, c'est les week-ends, et c'est des situations comme celle-là. Donc, c'est très longuement cerné par la Convention collective du sport. Il y a 20 pages sur ces questions-là. Il faut regarder en détail. Il me semble que la question est posée à l'envers. La question n'est pas tellement le décompte des journées qui correspondent au forfait. Hein. Dans un forfait, on travaille sur l'année 214 heures. Bon. Et donc, on doit compter en journée ou en demi-journée. Jour. Voilà. Et le décompte se fait en journée ou demi-journée. On ne va pas compter 2 jours si on travaille un peu la nuit ou si on travaille le matin très tôt. On compte une demi-journée ou une journée. Mais en revanche, on doit respecter, sauf si c'est un cadre dirigeant, où là, ces règles ne s'appliquent pas, mais ce n'est pas le cas pour les cadres autonomes et ce n'est pas le cas pour les cadres forfait jour dans le secteur du sport. En réalité, il faut renverser la question et dire, après on va voir comment on fait pour compter, mais il faut dire qu'est-ce qui doit être respecté comme disposition. Et les dispositions qui doivent être respectées, c'est le temps de travail maximum par jour, c'est 10 heures dans la loi, c'est 11 heures dans notre convention collective. C'est l'amplitude de la journée. Alors, l'amplitude de la journée, ce n'est pas la même notion que le temps de travail. L'amplitude de la journée, il peut y avoir des postes, donc c'est plus long. L'amplitude, c'est 13 heures au maximum. Et évidemment, le temps de repos, c'est le différentiel, c'est-à-dire 11 heures. Donc, un moniteur en forfait jour qui part
sur une tournée ou qui part sur une compétition pour une semaine ou 15 jours, l'employeur doit en principe lui garantir 11 heures de break minimum. Et de la même manière, de break total, c'est-à-dire qu'il n'est pas en surveillance le soir, la nuit, les repas, c'est 11 heures de repos tous les jours. Et ensuite, il y a le repos hebdomadaire, c'est 24 heures, plus les 11 heures, ça fait 35 heures. Donc, une fois par semaine, il doit avoir 35 heures ininterrompues de break. C'est ces règles-là qui doivent être respectées. Après, pour compter les jours ou les demi-journées, le principe du forfait, c'est qu'on ne compte pas les heures. Donc, qu'on travaille un quart d'heure, une demi-heure ou une heure, ou qu'on travaille 6 heures, ça compte pour une journée, ou 8 heures, ou 10 heures, dans la limite que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire 11 heures. Donc, on travaille. Alors, quand on travaille une demi-heure, c'est une demi-journée, et pas 4 heures. Le club, ou plutôt la ligue ou la fédération, qui imposerait un travail de 4 heures pour compter une demi-journée, à mon avis, sauf à vérifier mieux dans la convention collective, mais dans l'absolu, ce n'est pas 4 heures, c'est une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, enfin 3 heures jusqu'à 4 heures. Et à partir de 4 heures, on bascule dans la journée. Mais ce n'est pas 4 heures pour faire une demi-journée. Sinon, on perd la logique du forfait. Le forfait, ça peut être évidemment plus long que la journée de 7 ou 8 heures de tout le monde, mais ça peut être aussi moins, puisqu'en général, le forfait, c'est quand on est confronté à un salarié, à un moniteur, qui ne compte pas son temps. Mais il ne compte pas son temps dans les deux sens. C'est-à-dire que s'il va à son bureau pour prendre des balles ou pour faire un planning et qu'il y passe 3/4 d'heure, il a travaillé une demi-journée. Et puis, si en revanche, il est sur une compétition et que le tournoi, enfin son équipe termine à 11 heures du soir, il a bossé 11 heures dans la journée, mais on lui compte une journée quand même. Donc, ça marche dans les deux sens. Très bien. Merci Jean-Charles. Alors, là, il y a toute une série de questions en fait, qui a trait aux différents contrats de travail et aux activités et la manière dont on doit traiter aussi la fin de contrat. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose avant que je te pose des petites questions? Non, pose des questions parce que je n'ai pas tout compris là. Oh, c'est vrai? Je me suis mal exprimée? Non, c'est la question qui peut être interprétée de plusieurs manières. D'accord. Alors, concernant les cours privés en activité libérale, est-ce qu'un club a le droit d'imposer aux enseignants un nombre d'heures par semaine? Ah, d'accord. Alors, on revient à ce diptyque activité libérale, activité salariée. L'activité salariée, le contrat de travail, c'est le travail qui est effectué par un travailleur contre rémunération au service d'une entreprise. Donc, évidemment, les mots que j'utilise sont des mots techniques. Vous mettez moniteur et club, ligue ou fédération ou entreprise de loisirs, là où je dis entreprise et vous mettez moniteur là où je dis salarié ou travailleur. Donc, c'est un travailleur qui exécute une activité, un travail contre rémunération dans un cadre subordonné. En clair, il fait ce qu'on lui demande. Il est placé dans un cadre subordonné, il est soumis au pouvoir de direction de l'employeur. C'est-à-dire que c'est l'employeur qui décide comment fonctionne son entreprise, c'est l'employeur qui décide comment il doit organiser les choses et le salarié se fond dans cette organisation. Ça, c'est l'activité salariée. L'activité libérale, le club donne l'activité tennis au moniteur, qui n'est plus salarié, et le moniteur rend compte de sa mission. Alors après, il y a évidemment beaucoup de bémols, parce que en général, l'activité libérale pour les moniteurs, elle ne porte que sur la partie libérale qui est les cours individuels, les stages, parfois, et des choses comme ça.
Et puis, il y a l'école de tennis, l'entraînement, les cours collectifs qui restent le plus souvent la partie salariée au service du club, dans le cadre des horaires définis par le club, au taux horaire défini par le club. Alors qu'en principe, le moniteur, s'il est dans une vraie activité libérale, il convient avec son client, il convient avec le type à qui il donne la leçon individuelle du niveau de sa rémunération. Même si le club peut poser des exigences pour que ça reste raisonnable. Je vois souvent ça dans les contrats. Et pour autant que la rémunération reste raisonnable. Et souvent, les clubs imposent un taux horaire au moniteur. Mais la logique est très différente. Dans un cas, le moniteur s'inscrit dans une activité organisée par le club. Dans l'autre cas, il est très indépendant. J'ai fait juger ça il y a 20 ans par la Cour de cassation après une décision qui était intervenue par la Cour d'appel de Colmar. Le collègue ne va pas être autour de nous parce que je sais qu'il n'est plus moniteur de tennis. C'est un garçon qui s'appelait Meyer, je me souviens très bien. Et la Cour de cassation avait finalement dit que son activité, qui était prétendument libérale, le club prétendait qu'elle était libérale. J'avais fait la démonstration qu'elle ne l'était absolument pas parce qu'il faisait ce qu'on lui disait, c'est-à-dire qu'il avait, dans un cadre hebdomadaire, tous les lundis les benjamins et les minimes, tous les mardis les équipes femmes et tous les mercredis les équipes hommes. Et c'était répétitif, ça revenait toutes les semaines de façon récurrente. Donc, il s'inscrivait bien dans une organisation fixée par le club. Et donc, ça n'était pas une activité libérale. J'en reviens à ta question. C'est quoi la question? Concernant, est-ce qu'on a le droit d'imposer aux enseignants un nombre d'heures par semaine? Est-ce qu'on, voilà, la question c'est ça. Voilà. J'ai répondu avec des bémols. Donc, si on impose, on n'est plus dans l'activité subordonnée. On n'est plus dans l'activité libérale. Alors, Jean-Charles, ça veut… Pardon. Mais une petite précision. Il y a des cadres qui peuvent être imposés parce que souvent les moniteurs viennent me dire mais est-ce que le club peut m'imposer qu'un certain nombre d'heures de leçons individuelles? Est-ce qu'il peut m'imposer des créneaux? Oui, le club peut dire vous avez une activité libérale, mais elle ne se développe que de 14 à 18 heures en semaine et que de, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, que de 15 ou que de 12 à 15 le week-end, au moment où les adhérents ne sont pas là. Il y a souvent des clubs qui ont des espèces de conditions comme celle-là. Mais si à partir de ce cadre-là, l'activité est vraiment libérale, c'est-à-dire le type qui donne les leçons individuelles peut aller chercher ses clients, les faire venir une heure, une demi-heure, 1, 2, 3 sur le cours, bon, il n'y a pas de problème. Il est dans une activité libérale et le club peut en effet fixer des restrictions. Je réponds à la question? Donc, tout à fait. Donc, en fait, le club ne peut pas superviser le planning. Est-ce que le club peut toucher l'argent? Il peut. Ah ben non. Voilà. Ça, c'était l'hypothèse de la situation que j'évoquais il y a un instant. Donc, je reviens à nos moutons. Si le club impose une organisation, on bascule dans l'activité subordonnée. On est d'accord. Si le club se contente de définir un cadre, eh ben, on est dans les limites de l'acceptable et ça reste une activité libérale. Très bien. Alors, et est-ce que le club peut regrouper l'argent des participants au cours et donner une somme globale au libéral? Pas l'auto-entrepreneur, mais plutôt… Non. Ça doit passer obligatoirement par… Oui. Il doit avoir la liberté de recevoir la rémunération de son travail. Voilà. Ça, sinon, on est dans un cadre organisé. Voilà. C'est un des 3 critères qu'avait retenu la Cour de cassation pour dire on est face à une activité subordonnée, pas une activité libérale. Très bien. Et donc si un club propose une activité qui aurait un lien de subordination, mais qui serait sur un statut libéral, que doit faire l'enseignant?
venir me voir. Ouais. Il doit, il doit, Il il faut, doit, c'est pas des démonstrations faciles. C'est pas facile pour les moniteurs. C'est des démonstrations difficiles judiciairement. En général, c'est des problèmes qui ne se posent qu'au moment où le moniteur est remercié et donc licencié sèchement. Et quand le c'est ça. moniteur est là depuis longtemps et que sa rémunération est un peu conséquente, ça vaut le coup de faire une action judiciaire. Donc, ça vaut quand même le coup pour le club d'éviter tout ça en essayant Oui, oui, d'anticiper, oui, quoi. oui, oui, parce que pour le club, il y a une autre dimension qui est importante, c'est que ces sommes qui sont payées en libéral et qui sont des salaires déguisés, elles emportent normalement la cotisation sociale. Donc, Bah le oui, club, sur une requalification du contrat libéral en contrat de travail, va être conduit, même si aujourd'hui il y a des prescriptions qui sont plus courtes, le club va être conduit à payer aux URSSAF les cotisations qui ne l'ont pas été. Et, bah bien et, sûr. et dans ce type de situation que j'ai souvent judiciairement eu à traiter, je veille à rappeler ces principes-là aux juridictions pour que l'URSSAF, enfin la solidarité nationale, soit également partie prenante dans ces histoires-là. Très bien, Jean-Charles. Une personne dit: j'entends tout et n'importe quoi à ce sujet. Peut-on cumuler un statut de salarié et un statut d'auto-entrepreneur dans notre profession d'enseignant de tennis? Évidemment, c'est même souvent le cas, pour ne pas dire la règle. Comme je le disais Bien tout à sûr. l'heure, il est rare qu'un moniteur ait un seul club et qu'il intervienne à temps plein dans un seul club. Donc, il a un club où il est salarié et puis il donne des leçons individuelles sur un cours qui est loué. Il travaille dans un autre club d'une autre manière. Enfin, il a une multiple activité et donc cette multi-activité a tendance à pouvoir être gérée à la fois par le contrat de travail quand il s'inscrit dans un cadre, comme on vient de l'indiquer, pour un club, pour une commune ou pour une entreprise, un comité d'entreprise, je ne sais trop, et à la fois quand il travaille directement pour des particuliers ou Donc, il y a quand cette il vend une notion, prestation. Jean-Charles, il y a cette notion de quand on est salarié dans un club et qu'on veut avoir un statut d'auto-entrepreneur dans le même club, il y a cette notion aussi donc de payer une part pour la location du terrain sur lequel on va faire sa partie libérale. On est d'accord? J'ai jamais été convaincu par ça. Ah, Mais là, alors là, oui, c'est souvent ce qu'on dit, parce qu'effectivement, en demandant au moniteur de payer le cours, le club s'assure la preuve que, eh bien, il intervient comme libéral, puisqu'il paye son cours et il fait ce qu'il veut dessus. Donc, c'est ça la logique. Mais en réalité, on peut avoir un contrat de travail pour l'activité de l'école de tennis et par exemple des entraînements des équipes. Et puis, on peut avoir un contrat à côté d'entrepreneur libéral ou simplement d'activité libérale qui n'est pas nécessairement sous le statut d'auto-entrepreneur, où là, il y a le club qui convient de louer le cours au moniteur dans le créneau qu'on évoquait tout à l'heure, et le moniteur qui, lui, prend l'engagement d'assurer, alors après, il peut prendre l'engagement en dehors de payer le cours, il peut prendre l'engagement de ne pas prendre plus de 4 personnes, il peut prendre l'engagement de respecter justement les créneaux, voilà. Et donc, on a un contrat d'activité libérale avec le club, et puis après, un contrat subordonné où il fait ce qu'on lui dit, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et l'un et l'autre peuvent exister. Il faut, pour le club, prendre la précaution de bien distinguer les deux choses, de ne pas les mélanger pour ne pas risquer la requalification que j'évoquais tout à l'heure. tout à fait. Super. Alors, est-ce qu'un club peut autoriser certains enseignants à donner des cours particuliers dans le cadre d'une coopération libérale et pas d'autres? Est-ce que ça peut être légitime? Oui, c'est tout à fait légitime. Le club fait ce qu'il veut avec les moniteurs. Il peut accepter que certains donnent des leçons individuelles et d'autres non. Il n'y a pas d'égalité de ce point de vue-là. Il n'y a pas de discrimination non plus.
on serait en matière d'activité salariée. S'il y a un distinguo, il peut y avoir une discrimination. Là, il n'y a pas de distinguo. En revanche, on trouve parfois dans les contrats de travail une clause d'exclusivité quant à l'activité libérale. Et évidemment, s'il y a une clause de cette nature-là, c'est-à-dire le moniteur qui est parvenu à négocier ça ou le club qui lui a réservé, parce qu'il ne le paye pas très cher à l'heure, par exemple, hein, qui lui a réservé les leçons individuelles ou les stages d'été, eh bien dans ce cas-là, personne, évidemment, ne peut venir faire ces stages ou ces heures individuelles à la place du moniteur qui s'est réservé l'exclusivité dans son contrat. Très bien. Quelle démarche adopter pour le licenciement d'un salarié qui serait également en coopération libérale avec son club? Le licenciement répond aux exigences du Code du travail en matière de rupture du contrat de travail. Le contrat libéral, s'il est bien indépendant du contrat de travail, il est un contrat d'entreprise comme tout autre. Alors, il peut y avoir des délais qui sont inscrits également, qui ne sont pas nécessairement les délais de préavis du Code du travail. Il peut y avoir des délais 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou alors à une période à laquelle on peut rompre le contrat libéral. Je pense par exemple 3 mois avant le début de la saison ou 3 mois avant l'été. Voilà. Si rien n'est inscrit, le principe, c'est le délai raisonnable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, évidemment, je prends un exemple, il ne faut pas que le club qui se sépare de son moniteur pour lui faire un mauvais coup, pour le sanctionner doublement, alors qu'il l'a licencié au mois de juin, vient lui dire, après l'avoir licencié, eh ben, les stages que tu as organisés pour l'été, tu ne pourras pas les faire. Là, le club manquerait à ce délai raisonnable et porterait préjudice aux salariés qui pourraient venir réclamer la réparation de ce préjudice. Donc, pas au titre de l'activité salariée. L'activité salariée, s'il est licencié, il peut en contester le motif devant le Conseil de prud'homme. Pour l'activité libérale, s'il a été rompu abusivement, trop violemment, trop rapidement, sans respect du délai, il viendra demander la réparation, en général, en fonction de la structure, soit devant le tribunal de commerce, soit devant le tribunal de grande instance. Enfin, désormais, le tribunal judiciaire. Voilà. J'ai une petite série de questions qui relèvent des contrats salariés. La première, si d'une année sur l'autre, un enseignant avec un CDI à temps partiel décide de ne plus travailler une soirée dans un club, comment le club ou le dirigeant le gère-t-il? C'est en général l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que c'est rarement le moniteur, mais ça peut arriver, qui dit oui, je ne travaillerai plus le mardi. Mais en réalité, ça vaut dans les deux cas, que ce soit le moniteur ou que ce soit le club qui veut imposer un changement du contrat de travail. Ça s'appelle la modification du contrat de travail. Et la modification du contrat de travail n'est pas possible. Ce qui est possible, c'est la modification des modalités d'exécution du contrat de travail. Je m'explique mieux. Donner les entraînements sur le cours 1 ou sur le cours 5, même si le cours 5 est un cours découvert, c'est une modification des modalités d'exécution du contrat. Remplacer le jeudi soir, les 4 heures du jeudi soir, par 4 heures le samedi matin, c'est une modification du contrat de travail parce que ça modifie l'équilibre du salarié dans sa vie personnelle. Donc, alors après, tout est question de nuance, mais ni l'employeur ni le salarié ne peut modifier le contrat. En revanche, on peut modifier les modalités. S'agissant des horaires, si on lui demande une année ou s'il demande c'est plus facile pour le club de l'imposer au moniteur que l'inverse. Hein. Mais s'il s'agit d'une modalité où le vendredi soir, jusque-là, on commençait à 4h30 et tout d'un coup, enfin, l'année suivante, on va commencer à 5h, ce n'est pas une modification du contrat. En revanche, un changement de jour, et notamment un changement de jour avec une intervention le week-end, là où ça n'existait pas auparavant, c'est une modification du contrat. Ça vaut. Donc, dans le cadre de notre… Bien sûr. Donc, dans le cadre de notre salarié qui veut arrêter une journée, ça veut dire une modification du contrat de travail. Voilà, et ça s'appelle une insubordination. Donc, s'il veut imposer ça au club, le club sera en situation de lui dire, de le mettre en demeure de reprendre son activité. S'il ne le fait pas, le club aura un motif de licencier le salarié, de le sanctionner d'abord et de le licencier ensuite, le cas échéant. D'accord. Bien. Une autre question alors.
Au Alors, club. attends, je complète pour qu'on comprenne bien. La modification du contrat de travail, ça porte sur l'organisation du temps de travail, mais ça porte aussi sur le salaire. Si tout d'un coup, le moniteur veut être payé 15 là où il était payé 13, ce n'est pas possible, tout le monde le comprend. C'est la même logique. Et de la même manière, le club qui voudrait payer 13 là où jusque-là il payait 15, c'est pareil, il ne peut pas l'imposer au salarié. Enfin, il peut tenter de l'imposer, mais si le salarié ne le refuse, il ne peut pas être licencié pour ça, pour son refus. Ce n'est pas une insubordination, ça. Hein, voilà ce que sont les logiques. Merci Jean-Charles. Au club, nous sommes en CD2I et chaque année, nous avons un avenant avec notre nombre d'heures. Un collègue a perdu beaucoup d'heures au détriment d'un nouveau moniteur par rapport à l'année précédente, mais reste encore avec un nombre d'heures supérieur à son contrat initial, il y a 20 ans. Comment se protéger? C'est exactement ce qu'on vient d'évoquer. C'est ce changement de… Non, mais je vais préciser ma pensée. Mais c'est exactement ce qu'on vient de dire. Et c'est très courant. C'est très courant que dans les clubs, on change le mardi pour le jeudi, on change un début de soirée pour une fin de soirée, et tout ça se fait normalement gentiment. Et c'est vrai que le contrat initial qui a été signé au départ, où on faisait 20 heures par semaine, et puis 20 ans plus tard ou 10 ans plus tard, on en fait 30, ça existe aussi. Alors, le contrat de travail, c'est un contrat vivant. Ce n'est pas un contrat qui est figé dans le marbre et qui n'est que le bout de papier qu'on a signé 20 ans plus tôt. Le contrat de travail, c'est l'exécution de l'année précédente. Et là, je réponds directement à la question du moniteur, c'est-à-dire que si l'année précédente, il a travaillé 25 heures et que le club veut le ramener à 20 heures, alors que dans le contrat initial, il y avait, je ne sais pas, 15 heures, il peut faire la démonstration que son contrat de travail, dans sa dernière exécution l'année précédente, il se faisait sur 20 heures ou sur 25 heures, peu importe, vous avez compris l'idée. Et ça, ce n'est pas très difficile pour un moniteur parce qu'il a des plannings et il a des groupes qui sont intangibles tout au long de l'année, que ce soit les groupes de mini-tennis, les groupes d'entraînement, les groupes de perfectionnement, les groupes d'initiation, que sais-je. Il y a des plannings qui sont… Et c'est ça son contrat de travail. Son contrat de travail, c'est le planning de l'année précédente. Avec la précision que le club, pour se protéger, doit faire signer un avenant parce que l'acquiescement tacite ne vaut jamais. En revanche, le moniteur qui accepte une augmentation de temps de travail et qui est capable d'en administrer la preuve, je viens d'expliquer comment, il peut l'année suivante revendiquer le même nombre d'heures de travail. Parce que pendant une saison, pendant un an, il a exécuté ses 20 heures au lieu des 15 qui sont dans le contrat de travail. Donc là, il y a un petit déséquilibre dans le traitement de la situation de l'employeur et du salarié. Et c'est de moins en moins, mais c'est quand même encore aujourd'hui l'économie du droit du travail. Le droit du travail, c'est un droit qui est destiné à protéger la partie dite la plus faible, le salarié, à l'égard de la partie dite en position de force, l'employeur, puisque c'est quand même l'employeur qui donne le travail et c'est le salarié qui accepte de travailler. Tout ça doit être pris avec des pincettes et avec des guillemets parce qu'il y a certains secteurs d'activité où ce n'est pas vrai et il y a certaines situations où ça n'est pas vrai. Mais les logiques, ce sont celles-là. D'accord. Alors là, maintenant, on a une autre série. Pendant des stages de vacances scolaires, qui est responsable légalement des enfants durant les périodes non jouées, comme la pause déjeuner? Est-ce que ces heures doivent être ou peuvent être rémunérées? Deux questions différentes. Le temps de travail compte le temps de surveillance des gamins. Soit il y a quelqu'un qui a en charge la surveillance des gamins pendant qu'ils mangent et les moniteurs sont en pause et peut-être qu'on peut considérer que ça n'est pas un temps de travail et là il faudrait regarder la convention collective parce qu'il me semble que les pauses de cette nature-là sont quand même des temps de travail pour les moniteurs, mais ce serait à vérifier.
mais dans l'absolu, on pourrait considérer qu'ils sont en pause, qu'ils ne sont pas en temps de travail. Mais s'ils ont la charge de la responsabilité des gamins et de les surveiller, ils sont évidemment en temps de travail. Après, il y a l'autre question qui est la responsabilité. Et la responsabilité, c'est l'organisateur. Si c'est le club qui a organisé, c'est le club qui est responsable de tout. Donc, le club ou la ligue ou la fédération, avec évidemment une autre responsabilité qui est celle du moniteur. Il y a une double responsabilité. Mais on va d'abord aller chercher l'organisateur. Et puis ensuite, on va aller chercher celui qui avait la charge effective de la surveillance des gamins. Effectivement. Au club, nous sommes en CD2I et chaque année, nous avons un avenant avec notre nombre d'heures. Un collègue a perdu beaucoup d'heures au détriment d'un autre moniteur. Ah bah, je l'ai déjà posée celle-ci, Oui. avec mes excuses. Dans mon salaire, qui est lissé sur l'année, j'ai une partie, environ un quart, qui est payée en frais de déplacement afin d'éviter au club de payer trop de charges. Est-ce légal? On avait vu ça tout à l'heure déjà. Non. Alors, non, avec un bémol. 25%, sans doute non. Après, il peut y avoir des situations où… mais les frais de déplacement qui ont pour objet d'éviter de payer la cotisation sociale, c'est une fraude. Les frais de déplacement réels qui ont pour objet de rembourser les déplacements quand un moniteur va sur des compétitions ou quand il emmène des gamins, oui, bien sûr. Mais si systématiquement 25% de la rémunération mensuelle du salarié sont payés en indemnité, c'est de la fraude. C'est destiné à éviter de payer la cotisation sociale. Bien sûr. Jean-Charles, merci. J'ai encore une dernière question. Pouvez-vous me dire comment se défendre contre la CIPAV pour récupérer ses trimestres validés? La CIPAV, c'est une caisse de retraite des professionnels libéraux. Donc, il est possible qu'un moniteur de tennis libéral puisse avoir affaire à la CIPAV. Il s'agit, parce qu'on comprend qu'ils sont validés, là, les trimestres. Parce que s'ils sont validés, il n'y a pas de… Oui, voilà, la question validée, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis pour les libéraux, valider, ça veut dire qu'on a payé les cotisations sociales. Donc là, il y a sans doute, quand on est près de la retraite, il y a une première démarche qui consiste à obtenir de la caisse qui est en charge de la liquidation le moment venu, à obtenir le relevé de carrière. On reçoit le relevé de carrière, ce n'est pas très difficile à obtenir, et on vérifie. Et pour les moniteurs de tennis, c'est compliqué parce qu'il y a des activités salariées, il y a des activités libérales, et puis il y a des activités qui peuvent, dans la vie, on n'est pas… voilà, moi j'ai été moniteur de tennis avant d'être avocat. Quand j'ai demandé mon relevé de carrière, j'ai toute une partie de mes années, de mes trimestres qui sont des activités de moniteur de tennis, salariés, libéraux et même fonctionnaires, enfin fonctionnaires contractuels. Donc, quand on fait passer les examens, je sais qu'Olivier Le Thor va s'en souvenir. Donc, on demande d'abord le relevé de carrière, on vérifie si tout ce qui a été travaillé et cotisé est bien là, et si ce n'est pas le cas, on fait une réclamation. Si on a des bulletins de salaire, c'est facile. Pour l'activité libérale, c'est moins facile. Donc, il va falloir trouver les justificatifs du paiement des cotisations pendant ces activités libérales. Si on a gardé les preuves du paiement des cotisations, on n'a pas de difficulté. On va faire réintégrer les trimestres dans le relevé de carrière. Si on n'a rien, c'est plus compliqué. Très bien. Jean-Charles, j'ai une petite question. Et je complète ma réponse. Si, in fine, il y a une difficulté avec la caisse de retraite, il y a un tribunal des affaires de sécurité sociale qui maintenant a été fondé avec le tribunal judiciaire, mais il y a une juridiction spécialisée dans ces questions-là. Super. Jean-Charles, sur une baisse d'activité d'une association, et j'espère que qu'on n'aura pas ce type de problème après ce qu'on est en train de vivre, une baisse d'activité, des adhérents en moins, donc un changement quand même des plannings des salariés
qui seraient à prévoir, quelles seraient les recommandations? Toute la question est de savoir ce qu'est l'équilibre entre le club, les dirigeants du club et le moniteur. Si on est dans un équilibre harmonieux, le moniteur est capable de comprendre la préoccupation de son interlocuteur. Si, comme malheureusement, ça risque d'être le cas dans notre milieu sportif, mais également et vraisemblablement surtout ailleurs, il s'agit de bénéficier de l'aubaine que constitue la crise pour réduire, réorganiser, transformer. Ça ne va pas marcher. Parce que la modification du contrat, on en revient à ça, réduire le salaire ou réduire les heures, c'est une modification du contrat. La modification du contrat, soit elle est justifiée par un motif qui ne peut être qu'un motif économique. C'est soit un motif disciplinaire, soit un motif économique. Je ne vais pas aborder la question, ça nous mettrait trop loin du motif disciplinaire, mais s'agissant du motif économique, il faut que les difficultés du club répondent à des exigences qui peuvent exister au demeurant, hein. Et donc, il a un motif qui le conduit à réduire les heures, réduire le salaire, transformer l'organisation. Ça fonctionne. Soit le moniteur l'accepte, soit il ne l'accepte pas. S'il ne l'accepte pas, il s'en va, ou plutôt il est licencié, et le club a un vrai motif et il n'y aura pas de difficulté. Soit on est dans l'aubaine, et le moniteur va le savoir, parce que les moniteurs dans les clubs savent beaucoup de choses, hein, presque autant que les présidents, et donc il va pouvoir débusquer la supercherie en lien avec l'aubaine et il va pouvoir se défendre. Très bien. Jean-Charles, un petit truc. Auto-entrepreneur et libéral, c'est pareil, sauf qu'il s'agit en fait… pardon? C'est pareil. C'est pareil, hein? C'est pareil, sauf que le libéral… Non, sauf que l'auto-entrepreneur, il y a des dispositions légales qui ont créé une espèce de statut, mais c'est le statut libéral de base, mais avec des aménagements et des facilitateurs. Notamment, j'en cite un très simple, normalement quand on est en activité libérale, à partir d'un certain montant, on paye la TVA. Et ce montant était un petit peu trop peu élevé pour permettre à un moniteur de tennis et à bien d'autres professionnels évidemment de vivre. Et donc, le niveau a été remonté pour les auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs n'ont qu'un guichet pour les cotisations sociales. Il y a une vingtaine d'années, il fallait aller frapper à chacune des portes pour pouvoir cotiser pour bénéficier de la sécurité sociale en qualité de libéral. Donc voilà, c'est une facilité, un statut de facilité par rapport à l'organisation libérale qui, par définition, voilà, est libre avec quand même des obligations. Et c'est ces obligations-là qui ont été simplifiées dans le statut d'auto-entrepreneur. Mais c'est un professionnel, enfin c'est un libéral. D'accord. Et le président doit quand même s'assurer de ce que fait son employé ou pas, enfin, celui qui est en coopération libérale ou pas. C'est-à-dire qu'il ait les assurances malgré tout? Non, rien du tout. Non, si on est dans une vraie situation de libéral ou d'auto-entrepreneur, on définit la mission, on confie la mission à l'auto-entrepreneur et l'auto-entrepreneur remplit la mission. Il la remplit bien ou pas. S'il la remplit bien, on renouvelle le contrat. Enfin, le club est évidemment enclin à renouveler le contrat, comme n'importe quel interlocuteur. Si en revanche la mission est mal remplie, ben, soit on trouve des solutions pour aménager les choses, soit la mission s'achève et on ne la renouvelle pas. Mais pendant l'exécution de la mission, on ne peut pas venir changer les règles, contraindre, exiger des choses qui ne sont pas dans le contrat. Donc, le contrat définit la mission et le cadre d'exécution de cette mission et c'est terminé. On laisse après l'auto-entrepreneur, le professionnel libéral faire son activité. Super. Écoute, Jean-Charles, moi j'ai l'impression qu'on a quand même vu beaucoup de questions, de questionnements qu'on peut avoir. Pour ma part, j'ai fini. Je te remercie énormément, vraiment de tout cœur, au nom de tout le monde.
Anthony, peut-être Je reprends le témoin. Donc, merci Flo pour l'accompagnement, les questions. Et maintenant, si Jean-Charles, tu peux rester un petit peu, euh, peut-on ouvrir les micros à certaines personnes qui veulent parler? Donc, vous levez la main. J'ai vu que tout à l'heure, Éric Largeron avait utilisé le bouton lever la main pour prendre la parole. Est-ce qu'on peut faire quelques échanges? Je vois Pascal que tu as la main levée. Est-ce qu'on peut faire quelques échanges, Jean-Charles? Oui, on peut se donner 10 minutes, un quart d'heure. Super, super. Ok. Donc, on allez. va commencer avec toi, Eric. Merci, merci maître. Je vais essayer d'être rapide parce que je ne veux pas monopoliser la parole. Moi, bon, je suis venu plus pour vous écouter sur le Covid et sur les parties remboursement. Concernant le salarié, donc, vous avez confirmé ce qu'on savait déjà. Donc, c'est bien d'avoir renseigné les profs. Le remboursement, autant une cotisation annuelle ne se rembourse pas, c'est la réponse de la Fédé par rapport aux diverses questions. Par contre, la prestation, c'est-à-dire qu'une personne donc, a payé 3 trimestres, il a payé 3 trimestres, on va dire 50 € par trimestre, et le dernier ne peut pas se faire. Donc, ce que j'entends ce soir, et c'est logique, le 3e trimestre, à peu de choses près, est pratiquement mort, la personne demande un remboursement. Mon raisonnement, mais je ne suis pas avocat, c'est que l'aide de l'État, justement, qui a compensé les 84% du salaire, pourrait servir à ça. Donc, est-ce que vous me le confirmez dans un premier temps et je vous poserai des questions sur le libéral après. Je ne pense pas que le chômage partiel puisse, enfin l'indemnité d'activité partielle puisse servir à ça. Alors, je pose la question autrement. Est-ce que la personne est en droit de réclamer un remboursement partiel des entraînements qui n'ont pu être honorés jusqu'au bout? Alors, là, on quitte le droit du travail, on rentre dans un droit très différent et la question peut être prise sous plusieurs angles. Si on est d'un point de vue purement contractuel, mais je ne doute pas qu'à la fédération, on ait consulté des spécialistes et des avocats pour obtenir des réponses. Enfin, je l'espère. Mais c'est une logique contractuelle. Bien que l'adhésion à un club, ça ne soit pas contractuel, puisqu'on est membre du club. Donc, on est membre de l'association et on met en commun la définition de l'association. C'est une entreprise à but non lucratif. Et donc, on pourrait se poser la question d'abord de savoir si on est dans une pure logique consumériste. Première réflexion. Ensuite, on peut également se poser la question de savoir si on n'est pas face à une situation de force majeure. Et si on est face à une situation de force majeure, le contrat, l'inexécution du contrat est pas illégitime. Donc, vous voyez, il y a des bémols. Après, avec les conséquences, pardon de vous couper, avec les conséquences que ça a, c'est-à-dire que la personne se sent spoliée. Oui. Et donc, si on ne lui propose pas quelque chose à la reprise, pourrait dire, bon, ben, le tennis, ciao. Valable aussi pour les autres sports, bien sûr. Je partage tout à fait votre avis. Ouais. Je partage tout à fait votre avis et je pense que c'est là, il faut que cette trilogie adhérent qui a cette préoccupation-là, club qui a la préoccupation de satisfaire les adhérents et de ne pas les perdre, et moniteur qui veut bien donner la main, mais ne veut pas être le dindon de la farce, et qui a besoin du club et a besoin des adhérents pour continuer à fonctionner l'année suivante, et dans l'absolu, il faut que les équilibres se trouvent. Ça, vous l'avez très bien dit. Les équilibres, ils doivent se trouver avec se mettre autour de la table et voilà, tout à fait. Et trouver des solutions de compromis. Alors, tout à l'heure, vous avez répondu sur le contrat d'auto-entrepreneur avec le club. Donc ça, bon, si je peux me permettre, je ne veux pas trop en entendre parler parce que ça existe, mais on est vraiment dans le champ de lien de subordination. Moi, je préfère que vous répondiez, mais c'est un peu pareil, à la question de l'auto-entrepreneur qui fait directement payer les élèves. Voilà. Donc là, est-ce que si les leçons ne sont pas entièrement faites, hormis la négociation qu'il pourrait y avoir entre eux,
est-ce que le client est en droit de réclamer? Est-ce qu'il y a une obligation du prof de rembourser ou de devoir à la personne le nombre de leçons qui n'ont pas été faites? Ah ben, c'est ce que j'évoquais quand je parlais du contrat. Bon, la question ne se pose pas évidemment s'il est payé heure par heure les unes après les autres. Mais si l'auto-entrepreneur s'est engagé à assurer, tout dépend à ce à quoi il s'est engagé. Si s'est engagé à assurer 50 heures dans l'année, enfin je dis 50 heures, C'est un nombre de leçons, 25, un nombre de séances. voilà, 25 heures de leçons dans l'année, il va falloir qu'il les fasse. Sauf parce que, encore une fois, ils viennent invoquer des motifs tirés de la force majeure, autre chose comme ça. Si en revanche, il s'est engagé à donner des leçons pendant la saison sportive, parfois il y a des numérotations des semaines, les semaines 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28 et ainsi de suite, et que il n'a pas donné les leçons parce que le complexe sportif était fermé, parce que le club était fermé, ça lui est étranger. Donc, il peut là aussi… Ça, ce cas n'arrive pas. Ce cas est extrêmement rare. On s'engage sur un nombre de séances et ensuite, le moniteur s'organise. Après, je me recule parce que je veux laisser la parole à tous les nombreux autres connectés. Merci, maître. Je vous en prie. Il y a une question, Jean-Charles, excuse-moi. Est-ce qu'il y a une relation entre l'activité partielle et le remboursement des prestations? La directe, est-ce qu'elle regardera l'état des finances des clubs pour juger la légitimité du recours à l'activité partielle? Non, et puis l'autorisation administrative est préalable, c'est-à-dire qu'il y a une demande préalable auprès de l'administration qui devait être faite, qui pouvait être faite rétroactivement, mais qui là maintenant a été faite depuis bien longtemps. Et l'administration avait 15 jours pour répondre. Le plus souvent, elle n'a pas répondu. Elle a donc acquiescé tacitement. Mais comme elle a acquiescé tacitement et massivement, maintenant, elle va faire des contrôles. Et si elle s'aperçoit que les gens contrôlés ont fraudé, elle va demander le rappel des sommes qu'elle aura versées. Et après, le cas échéant, elle va mettre en œuvre des procédures pour la fraude que constitue le paiement abusif ou le paiement dans des situations qui ne justifiaient pas une prise en charge des salaires par l'État et par l'UNEDIC. Donc, en fait, elle va agir a posteriori. Merci, Jean-Charles. Anthony? Ouais. Je vois les mains levées de Fred. Donc, iPhone de Fred. Vas-y, Fred. Attends. Un peu sur le sujet parce qu'il y a quelque chose qui m'a mis un peu le doute. Je suis en CDD. J'ai signé un avenant en début de saison qui me dit que je débute du 16 septembre jusqu'au 30 juin, que je dois faire 30 séances. Et là, notre président nous demande sur la base du volontariat d'aller un peu plus loin, d'aller jusqu'au 4 juillet. On est tout à fait dans la logique de l'intervenant précédent, Monsieur Langeron, me semble-t-il. Est-ce qu'on trouve une solution constructive pour tout le monde? Mais il ne peut pas vous l'imposer. Il n'est pas en situation de vous l'imposer. Mais alors après, est-ce qu'il a maintenu? Est-ce que vous avez bénéficié de l'activité partielle? Est-ce qu'il a maintenu votre salaire en totalité? Est-ce que vos relations sont des relations qui sont constructives et harmonieuses et qui doivent vous conduire à dire je vais faire quelque chose pour le club parce que c'est vrai que la situation est particulière et les moniteurs de tennis ne sont pas les premiers à travailler à l'œil, hein, donc ça va, voilà. Ou bien est-ce que vous avez affaire à des voyous que vous n'avez pas envie de favoriser? Oui, mais là, alors, voilà. La suite de ma question, c'est est-ce que, par exemple, en cas de contrôle, parce qu'on a entendu parler qu'il y aurait pas mal de contrôles, est-ce que ça peut être reconnu comme un rattrapage des heures faites sur le temps partiel? Est-ce que nous, on peut être sanctionné en tant que salarié? Non. Vous, non. Le remboursement va être demandé à l'employeur parce qu'en réalité, vous avez été payé par l'entreprise qui va recevoir le chômage partiel, la subvention, les sommes relatives au chômage partiel. Vous avez continué à être payé par l'employeur. Donc, c'est l'employeur qui sera conduit à rembourser les sommes si jamais. Et c'est en ce sens qu'il y avait une des questions où on parlait d'activités bénévoles.
Et peut-être qu'il faut effectivement que le club s'assure de ça en trouvant le moyen de dire, de trouver un. Il y avait pas quelqu'un qui évoquait également un avenant. Je pense qu'il ne faut pas faire un avenant, mais il faut que le moniteur puisse confirmer et il faut que les présidents de club soient prudents, qui trouvent le moyen de se réserver la preuve que l'activité est faite volontairement dans l'intérêt du club. Ok, merci. Je ne sais pas si tout le monde se rend compte de la valeur de ce qu'on est en train de vivre là quand même, hein. Parce que là, c'est vraiment hyper puissant. Mais bon. Donc, je prends la question. Non, mais il y a des trucs, c'est remarquable. Jean-Charles est très puissant. Non, il faut le dire. Non, mais il y a des trucs, c'est remarquable, il faut le dire. On est souvent facile à dire oui, ça marche pas, ça c'est pas bien, négatif. Et dès qu'il y a du positif, on n'en parle pas. Et là, il faut vraiment y marquer mettre le doigt dessus. Alors, j'ai une question dans le chat de Eric. Eric, tu peux la poser à l'oral si tu veux. Tu n'as pas le micro, ok. Alors, dans le cas d'une baisse du nombre global d'heures d'enseignement la saison prochaine pour un club qui a plusieurs enseignants, y a-t-il des obligations ou des règles pour décider combien chaque enseignant perdra d'heures, prorata du volume d'heures chacun, ou ancienneté, ou choix des dirigeants? Ah. Alors, il y a beaucoup de réponses, il y a beaucoup d'idées qui me viennent sur une question comme celle-là. Il y a, à partir du moment où on est dans un traitement individuel, il n'y a pas de règles. Si on est dans un traitement collectif, il y a toute une série de règles qui s'imposent. Un traitement collectif qui pourrait conduire à des licenciements. Mais là, on rentre dans des domaines très, très techniques. Mais si on est dans un traitement individuel, il n'y a pas de règles, si ce n'est le respect des uns et des autres, des règles humaines, mais il n'y a pas de règles juridiques à proprement parler qui s'appliquent. En revanche, si la perspective, le risque ou la sanction à terme est un licenciement pour certains, compte tenu de la difficulté économique que va pouvoir rencontrer le club, il faut qu'effectivement les règles du licenciement économique soient respectées. Et les règles du licenciement économique, c'est que c'est dernier arrivé, premier parti, par exemple. C'est-à-dire que le plus jeune des moniteurs, c'est celui qui va partir, enfin le plus jeune en ancienneté dans l'entreprise, c'est celui qui va partir en premier. On ne va pas pouvoir virer celui qui a 25 ans d'ancienneté, qui est payé à 28 € l'heure, alors que les jeunes qui sont en contrat de formation sont payés 15 € l'heure. Ça ne va pas pouvoir fonctionner comme ça. Mais sinon, dans le choix de la réduction du temps qu'on va proposer aux uns et aux autres, non. Avec la précision, encore une fois, que le licenciement économique, c'est un licenciement qui, dans sa définition, le premier terme de sa définition, c'est que c'est un licenciement qui est étranger à la qualité du salarié. Et c'est pour ça que dans les dimensions collectives que j'évoquais il y a un instant, il y a des règles relatives à l'ordre des licenciements et au choix. Il y a des espèces de logique avec des points qui peuvent être mis en œuvre, ainsi de suite. Mais à partir du moment où on traite individuellement, tout ça ne s'applique pas. Donc, la recommandation que je peux faire à notre interlocuteur, c'est de trouver des bons équilibres et de convaincre les uns et les autres. Je sais que ce n'est pas toujours facile, je sais que les moniteurs ne sont pas toujours faciles et qu'on a tendance à regarder plus l'assiette du voisin que la sienne, mais il n'y a pas de règle à proprement parler. Ok, parfait. Merci, j'espère que ça répond à ta question, Eric. Donc, je vois. Après il faut pas, j'ai pas trop envie de garder Jean-Charles trop longtemps. Non, on va pas abuser de Jean-Charles. Cédric. Je reviendrai. Cédric, je te laisse la parole. Oui, bonsoir à tous. Donc moi, c'est une question par rapport au statut libéral. Est-ce qu'un club peut payer un moniteur libéral directement? Ou est-ce qu'il y a un contrat bien spécifique à faire? Voilà ma question. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Moi, je vais prendre mon cas parce que moi, je suis en statut libéral. Donc, moi, je me considère comme prestataire de service et donc je fais une prestation que en fait le club me demande
et c'est moi en fait qui gère entièrement la prestation, les cours, etc. C'est possible? Ça c'est possible que le. Oui, oui. Parce que souvent on m'a dit. C'est-à-dire que si le club passe un contrat avec vous ou avec votre entreprise, j'ai eu des clients, des moniteurs de tennis, clients avec des logiques comme celle-là. Je pense notamment à un ou deux garçons dans la région lyonnaise. Si vous prenez en charge l'école de tennis dans sa totalité, que vous assurez l'accueil, que vous mettez en place les plannings, que vous gérez l'embauche des moniteurs, les réunions pédagogiques, le suivi, l'évolution, la compétition, et que pour tout ça, on vous paye pour une année X milliers d'euros, ça fonctionne. C'est une activité libérale où ça pourrait même être un contrat commercial. Si c'est une société commerciale qui la vend à un club. D'accord, parce que moi, en fait, ce que je fais, c'est que je fais une facturation tous les mois par rapport à la prestation qu'on s'était mis d'accord avec le club. Donc ça, c'est possible. La facturation, ça n'est que l'écume des choses. Ce qui compte, c'est la manière dont c'est organisé. Est-ce qu'on vous délègue toute l'organisation, auquel cas c'est possible, ou est-ce que on organise les choses et on vous dit vous allez donner les leçons de tennis le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, dans des groupes qui ont été fixes. Non, c'est moi qui vraiment, ils me demandent par rapport aux heures que j'ai de disponibles, et c'est moi en fait qui mets tout en place. C'est moi qui vois avec les adhérents quel créneau ils veulent, mais c'est moi qui le gère ça. Le club ne rentre pas en partie. Donc pour ce statut-là, c'est possible que le club me rémunère comme je fais par facturation par mois par rapport à une prestation lambda qui est faite. Oui. La prestation est la même à chaque fois? Ben non, ça dépend le planning. Parce que moi, il y a un nombre d'heures. Voilà, ça va être en fonction du nombre d'heures, du planning qu'on va s'être mis d'accord avec le club. Ok. Mais est-ce que le planning, c'est un planning mensuel où on vous dit tel mois, il y a telle activité sur tel cours avec tel joueur ou tel type de groupe, ou est-ce que le planning est fait sur l'année et effectivement, en février, il y a moins d'heures qu'en mai, ne serait-ce que parce qu'il y a un mois à 28 jours et puis un mois à 31 jours. Oui, moi, c'est un planning à l'année. Après, moi, donc après, je vais inclure dedans les vacances scolaires parce que pendant les vacances, on essaye de faire des stages et de la compétition qui sont aussi organisés par mois. Donc, voilà, on s'est mis d'accord comme ça avec le club. Ce que vous décrivez semble pouvoir correspondre à une activité libérale. Mais il faut que le club soit prudent parce que ce n'est pas vous qui prenez les risques dans ces situations-là, c'est plutôt le club. On est à la limite du salarié déguisé, effectivement. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'après, moi, ils m'ont demandé, j'ai une assurance propre, je montre bien que je suis à jour de mes cotisations au moins tous les trimestres. Je donne tous les papiers pour montrer que je suis bien à jour de mes cotisations et qu'il n'y ait pas ce lien de subordination pour qu'il n'y ait pas ce salariat déguisé. Voilà, ça fonctionne. Ok. Bon, ben, écoutez, super, ça me rassure parce que ça a été un gros débat l'année dernière avec les contrôles qu'ils voulaient faire, l'URSSAF, etc. Et on s'est vraiment cassé la tête pour avoir un contrat type pour pouvoir rentrer dans les clous pour pas qu'il y ait de lien de subordination et que, voilà, parce que pour les clubs, parce que je suis dans plusieurs petits clubs, c'est beaucoup plus pratique que je sois prestataire de service que de salarié, de mon salarié. Très bien, merci Cédric. Et j'espère que du coup ça t'a aidé, donc c'est parfait. Oui, super. Je prends encore deux personnes, 2 voire 3, et après stop. Mais on va aller vite. Christophe, je te donne la parole. Vas-y. Tu m'entends ? Ouais. Je reviens sur le chômage partiel. À partir de quand le dispositif de chômage partiel est levé et le salaire à 100% est rétabli ? Sachant que d'habitude, je termine les cours en fin mai.
Donc, je suis en CDI, je termine fin mai et je reprends en septembre. J'ai un trou. Tout dépend de la demande du club. Si le club a inscrit son salarié dans le dispositif activité partielle avec différents paliers qui peuvent aller jusqu'au 20 juin. Jusqu'au 20 juin. Même jusqu'au 30. Mais tout dépend. Si le club ne fait plus de démarches pour te mettre en activité partielle, tu n'es plus en activité partielle. Donc, tu reprends. Par contre, s'il l'a fait jusqu'à un certain temps, il doit te le dire. Et le maximum, c'est le 20 juin, le 20 ou 30 juin. C'est fin juin, c'est ça? Ça, c'est l'avocat qui le dira. Il me semblait que c'était l'état d'urgence, mais c'est lui qui le sait mieux que moi. J'ai une hésitation justement là-dessus. Je ne sais pas si c'est 30 juin ou 30 septembre. Mais en revanche, je vous rejoins sur le fait que le club doit vous tenir informé. Et puis, il y a une autre dimension, c'est que ce mécanisme ne fonctionne que pour autant que l'activité est paralysée. Alors, l'activité, parce que ce qui est remplacé, ce ne sont que les salaires qui correspondent à une activité réellement paralysée par la situation. Donc, si vous finissez… Alors, vous êtes lissé sur 12 mois? Sur 12 mois, oui. Justement, j'ai une question par rapport à ça, assez pointue sur le lissage. Ouais. Parce que en réalité, vous avez été indemnisé non pas sur vos heures de travail effectives, mais sur les heures de travail rapportées au mois par rapport à 12 mois. Je comprends. Et donc, le club, dans une situation comme celle-là, mais il va falloir qu'il explique et qu'il soit précis, pourrait sans doute, pour autant que l'activité n'ait pas pu reprendre dans votre club, mais l'indemnisation, elle vaut sans doute jusqu'à la fin de la saison, parce que les heures n'ont pas été faites, en tout cas pro rata temporis. Donc là, il y a des calculs savants à faire et c'est compliqué. C'est ça, parce que j'ai compté que je devais, si vous terminez fin mai, je devais 200 heures au club. Et sur le salaire, les 3 mois qui ont été payés en chômage partiel, ça représente 156 heures. C'est ça. Donc, c'est ça. En gros, je dois quand même ces heures-là au club. Oui, sauf que vous n'allez pas pouvoir les faire en juillet, en août. Mais si, par exemple, sur 2 semaines, je rattrape, je devais terminer fin mai, je fais 2 semaines, là, de juin à juillet, sur 2 fois 20 heures. C'est ça qui m'est demandé, en fait. Oui. À voir en détail. Difficile de vous répondre comme ça. D'accord, merci. Parfait. Allez, avant-dernière et on finira avec Olivier. Allez, Pascal, feu. Attends, tu parles dans le vide là. Tu n'as pas le micro allumé. Micro, Pascal. Ok. C'est bon. C'est parti. C'est bon. C'est bon. Ben moi, je tenais à vous remercier tout d'abord, l'avocat Jean-Charles, Anthony Merci. et Flo, parce que vous avez fait un boulot super. Moi, je suis un ancien enseignant, je suis président maintenant, et bravo à vous tous. Voilà. Ah, t'as pas de questions? Non, je n'ai pas de questions, c'était pour vous remercier. Moi, je stressais parce que je me disais que ça va durer trop longtemps pour Jean-Charles. Ah, mais super. Bon, merci. Ciao et bravo à tous les trois. Merci, Pascal. Allez, Olive. Alors moi, je dis bravo à tout le monde et j'ai une question. Alors, ouais, Jean-Charles, déjà, bravo pour… on sent que tu es pédagogue et que tu as fait un peu de formation, donc en plus des connaissances. Non, ma question, elle est la suivante. Imaginons le cas d'un club. Alors, c'est un club avec plusieurs enseignants et pour des X raisons, le directeur sportif arrête. Donc, il faut le remplacer. Est-ce que les enseignants qui sont déjà dans le club sont prioritaires sur un appel à candidature ou pas? Ou est-ce qu'ils peuvent être chantés et pour qu'on en prenne un qui vient de je ne sais pas où? Et dans ce cas-là, s'il y a un moniteur qui pensait être légitime pour prendre la place, est-ce qu'il peut se retourner, etc. Voilà, c'est ma question. La réponse est non. Non, il ne peut pas se retourner. Non, la réponse est non. On est dans un… Alors, sauf à ce que tu me dises qu'on est dans un organisme public et qu'on soit dans des situations un peu particulières. Non, je parle d'un club… non, dans un club, non. Il y a une légitimité sportive, pédagogique, affective, évidente. Mais si le club pense qu'il faut faire autrement,
pour X ou Y raison, peut-être mauvaise, mais s'il pense qu'il peut faire comme ça, il peut le faire sans aucun risque. D'accord. Je te remercie. Bon, merci. Bon, voilà, hein, parfait. On va conclure sur ça. Jean-Charles, si des personnes ne veulent pas te poser des questions comme ça, parce que c'est quand même un acte que tu fais de ta personne, mais si des personnes veulent avoir de tes services, est-ce qu'ils peuvent nous contacter, moi ou Florence, et on te les redirige? Très volontiers. J'assiste les clubs et les moniteurs de tennis depuis 30 ans. Je peux continuer. D'accord. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées par les services de Jean-Charles, pas pour poser une question, là, c'était le moment. Vous posez les questions, vous nous envoyez à moi ou à Florence un message et on vous redirigera vers Jean-Charles. Voilà. OK. Donc, je donne fin à ce live. Merci beaucoup à tout le monde. Je vais le mettre en replay pour ceux qui n'ont pas pu être là et je vous invite à le partager à tous vos collègues et dirigeants qu'ils soient au courant de ce qu'on a pu échanger ce soir. Et je vous dis, on se retrouve nous vendredi sur le site avec un live autour de la digitalisation du tennis et la vision de l'enseignant 2.0. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Charles. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Merci Jean-Charles. Merci Jean-Charles. Merci Jean-Charles. Merci Anthony. Salut Florence. Salut Anthony. Salut Olivier.